Здравствуйте, уважаемые студенты, коллеги. Chers collègues, chers étudiants, bonjour. You may use this thing to hear the translation. We have it synchronized. Here. You hear the translation? You should. Мы сейчас перейдем на русский, не переживайте. Nous allons parler russe et il y aura la traduction en français. Je pense que le fait de voir ici beaucoup d'étudiants qui sont présents dans cette salle, cela témoigne de l'intérêt qui existe auprès de nos étudiants vis-à-vis de notre invité. Et nous voudrions la remercier d'être venue à l'université. Traditionnellement, nous sommes très intéressés par la France. Nous avons des liens étroits avec votre pays, avec votre peuple. Et je dois dire que nous suivons de près les événements, l'actualité politique qui se passe dans ce pays. Nous sommes vraiment intéressés par le parti politique représenté par Marion. Après les dernières élections aux États-Unis, qui n'ont fait qu'augmenter cet intérêt pour les élections en France, cela ne fait que continuer. On nous a longtemps convaincus que la victoire de Trump était exclue mathématiquement et sur tous les autres plans, c'était une victoire impossible. Mais on voit quand même que dans la vie politique, il existe des voies de procéder aux décisions démocratiques et ce revirement dans la politique française dans la politique américaine est possible. Pour nous, cela n'a pas été une surprise. C'était un résultat prévu bien avant l'annonce publique des résultats. Beaucoup disent que la victoire de Trump a été rendue possible par le Brexit. Je pense que nous devrions avoir une vision plus large et je pense que le résultat que le parti de Marine Le Pen et le résultat de Nigel Farage en Grande-Bretagne, tout ceci nous montre le fait irréversible de ce revirement à droite, si nous pouvons employer cette expression, parce que il devient évident que la politique qui vise l'échec, la disparition, l'élimination des frontières entre les États, la politique qui veut globaliser la mondialisation en quelque sorte, la politique qui néglige les particularités nationales, culturelles, notamment quand on parle de l'Europe, ces politiques sont rejetées par les populations européennes. Mais peut-être tout le monde n'a pas le courage de le dire haut et fort, mais ces opinions prévalent quand il s'agit des élections, dans le contexte des élections. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'entendre les positions d'un parti politique qui est parmi les premières forces politiques et qui prône les valeurs traditionnelles, les valeurs conservatrices et qui mise sur les traditions, sur les valeurs traditionnelles de la société représentées par la population, par le peuple. Bien évidemment, nous allons suivre de près cette présidentielle en France qui aura lieu en 2017. Pour nous, c'est un pays dont nous nous sentons très proches culturellement et historiquement. C'est pourquoi, une fois de plus, je tiens à remercier Marion Maréchal Le Pen de cette visite et ensuite les étudiants de la faculté de la gestion étatique, de la gestion publique, pourront poser des questions. Merci de votre attention. Merci à tous. C'est un plaisir pour moi de venir aujourd'hui intervenir
dans cette prestigieuse université du M. Guillemot auprès d'étudiants avec qui j'ai de nombreux points communs, puisque je ne suis pas très loin d'avoir votre âge, j'ai 26 ans, si ce n'est que j'ai un avantage considérable par rapport à vous, je n'aurai pas de diplôme ou d'examen à la fin de cette conférence, et je ne serai pas notée, ce qui est sûrement beaucoup plus agréable pour moi que ça ne l'est pour vous. Comme ça vous a été présenté, je suis députée Front National d'opposition. Je suis membre de la Commission des Affaires étrangères et membre du groupe d'amitié franco-russe au Parlement français. Et je suis également présidente du groupe d'opposition Front National dans la région du sud-est de la France. Peut-être certains d'entre vous connaissent Nice, Marseille, qui sont connus en Russie, je crois, pour leurs loisirs hédonistes, entre autres. Alors je suis aussi, on va dire, l'incarnation d'un paradoxe à la française, puisque aujourd'hui le parti que je représente est le premier parti politique français en nombre de voix. Depuis maintenant plusieurs élections, et cela de façon assez importante. Et malgré cela, nous subissons en France des modes de scrutin profondément injustes, antidémocratiques, qui nous empêchent d'avoir la représentation qui devrait être la nôtre dans les différentes institutions françaises. Je vous donne deux exemples de la mécanique électorale qui aujourd'hui a lieu en France. Marine Le Pen, aux élections présidentielles de 2012, a obtenu 18% des voix. Suite à cela, elle a 2 députés à l'Assemblée nationale pour représenter ces 18%. En parallèle, vous avez les écologistes qui ont obtenu 2% des voix à la présidentielle et qui, eux, ont 18 députés à l'Assemblée nationale. Ce qui est assez représentatif aujourd'hui de l'état de déconnexion entre la voix majoritaire du peuple français et les élites qui la gouvernent à travers des modes de scrutin qui favorisent les alliances politiciennes entre 2 grands partis politiques, qui est le parti de Nicolas Sarkozy et le parti de François Hollande principalement. Un autre exemple des mauvaises habitudes politiciennes qui sévissent en France, j'ai été candidate à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région du sud-est de la France. C'est une élection proportionnelle, à 2 tours, par liste, et notre liste a obtenu 40% des voix au premier tour. Le deuxième candidat de droite, le candidat de Nicolas Sarkozy, a obtenu à peu près 23% des voix au premier tour. Et dans cet entre-deux tours, 8 partis politiques sur tout le spectre, c'est-à-dire de la gauche à la droite jusqu'à l'extrême gauche et le centre, se sont coalisés contre nous pour nous empêcher d'obtenir la victoire lors de cette élection. Et nous avons ainsi obtenu au deuxième tour 46% des voix seuls contre 8 partis politiques. Mais malheureusement, à 4 points près, eh bien, nous n'avons pas pu obtenir la victoire. Et malheureusement, d'élection en élection, c'est ce qui sévit aujourd'hui en France et c'est ce qui fait survivre artificiellement un système qui, malheureusement, est de moins en moins représentatif. Je vous dis tout cela parce que la perception aujourd'hui que vous avez peut-être de la diplomatie française n'est pas nécessairement révélatrice de l'état d'esprit du peuple français, de la majorité du peuple français qui, vis-à-vis de la Russie, n'a pas oublié, loin s'en faut, les liens qui nous unissent, qui considère que la Russie fait partie de la civilisation européenne, participe du génie européen. C'est vrai dans la musique avec Rachmaninov, c'est vrai dans la littérature avec Tolstoï et Dostoïevski, c'est vrai dans la peinture avec Kandinsky, c'est même vrai dans la cuisine, puisque vous savez que le service à la française n'est que l'importation du service russe. C'est vous dire si on vous doit aujourd'hui beaucoup. Et donc, de ce fait-là, même nos bistrots, les bistrots français, vous le savez, eh bien, viennent du mot russe bistrot, qui veut dire vite. Et donc c'est vrai que le peuple français dans sa majorité a bien conscience qu'aujourd'hui nous avons un destin commun, une histoire commune avec la Russie. La mémoire française non plus n'a pas oublié que nous avons été des alliés il n'y a pas si longtemps, dans les 2 grandes guerres, face à la barbarie, lors de la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu le corps expéditionnaire russe, dont beaucoup de soldats sont venus mourir sur le sol français, mais également Seconde Guerre mondiale avec Normandie-Niemen, dont j'aurai l'honneur de rencontrer les derniers vétérans russes demain.
Et donc, même pour aller à l'Assemblée nationale, figurez-vous que je traverse le pont Alexandre III, qui a été offert aussi par la Russie. Et donc, à ce titre, je pense à vous tous les jours en allant travailler. Et le drame, c'est que cet héritage, qui n'a pas été oublié par le peuple français, malheureusement, l'a été un peu par nos élites. Pour ne pas dire, a été trahi d'une certaine manière, puisque la diplomatie française a disparu, ou en tout cas a été mise à mal, sous l'impulsion de trois phénomènes, qui est la diplomatie américaine, la diplomatie de l'Union européenne, et puis, il est vrai aussi, des intérêts financiers notamment, qui ne sont pas aujourd'hui malheureusement les intérêts du peuple français. Or le drame, c'est que cette trahison n'est pas sans conséquence, puisque vous savez qu'en Europe, la Russie et la France ont un rôle particulier à jouer, puisque nous sommes les deux extrémités de l'Europe. Nous sommes l'extrémité maritime, vous êtes l'extrémité continentale, et à ce titre, le destin de l'Europe, d'une certaine manière, est largement tributaire du choix géopolitique et des relations de ces deux pays, de part et d'autre, aujourd'hui du continent européen. Alors pourquoi la diplomatie française, aujourd'hui, n'est plus celle qu'elle a été, et pourquoi semble-t-il qu'elle se soit dissoute des intérêts qui ne sont plus aujourd'hui, derrière des intérêts, qui ne sont plus les intérêts du peuple français. Déjà parce qu'il faut savoir une chose très importante, c'est que la diplomatie française a été en grande partie déléguée à la Commission européenne. Commission européenne dont je vous rappelle qu'elle est constituée de membres qui ne sont pas élus, qui sont nommés et qui à ce titre n'ont pas de légitimité démocratique. Or, rappelez-vous toujours que l'Union européenne n'est pas un acteur géopolitique, que certains pays y ont une influence forte, parfois même démesurée au regard de ce qu'ils peuvent représenter démographiquement au sein de cette Union européenne. Je pense à la Pologne, je pense à la Suède, je pense à certains pays baltes, qui peuvent évidemment avoir une influence déterminante dans les rapports que nous avons aujourd'hui avec la Russie. Mais surtout, il faut comprendre une chose, et c'est vrai en géopolitique, mais c'est vrai dans les autres domaines. L'Union européenne, c'est 28 pays, 27 bientôt, 28 pays qui ont tous une représentation différente de la Russie, des stratégies différentes vis-à-vis de la Russie et des intérêts différents vis-à-vis de la Russie. Et donc évidemment, vous vous doutez bien, je pense que vous connaissez suffisamment pour savoir que la Grèce n'a pas le même rapport que la Pologne, n'a pas le même rapport que l'Allemagne ou que la France ou que l'Italie. Ça paraît évident, mais le drame, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une ligne floue, parfois même contradictoire, et ça engendre l'impuissance. Ça a été vrai en particulier sur le dossier ukrainien, où la France, malheureusement, a été peu ou pas entendue. Nous avons fait partie d'un mouvement qui a alerté sur les risques qu'il y avait à vouloir absolument jouer avec l'OTAN, notamment dans la zone d'influence et stratégique de la Russie. Nous avons critiqué le rôle délétère qui a été joué par l'Union européenne dans ce dossier. Malheureusement, force est de constater que la France, aussi importante soit-elle au sein de l'Union européenne, malheureusement n'a pas eu une voix prépondérante dès l'origine sur ce dossier. La deuxième chose, au-delà du fait qu'aujourd'hui notre diplomatie soit déléguée à la Commission européenne sur certains dossiers, c'est qu'il faut savoir que les élites de cette Union européenne sont profondément pro-atlantistes. N'oubliez pas, et cette liste est non exhaustive, que de nombreux responsables de haut niveau, je pense à Monti, à Draghi, à Barroso, sont des gens qui viennent ou vont aller dans des grandes banques américaines. C'est quand même ça un peu le profil type aujourd'hui de l'élite de l'Union européenne qui nous gouverne, et vous comprenez qu'à ce titre, les intérêts qu'ils défendent à titre personnel ne sont pas nécessairement ceux des peuples, et en particulier ceux du peuple français. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les faits. Je veux dire, quand la commission Barroso a tout fait, par exemple, pour faire échouer le projet South Stream, vous savez, ce projet de gazoduc passant par la mer Noire qui devait amener le gaz russe vers le sud de l'Europe en contournant l'Ukraine. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres aujourd'hui des décisions prises par cette commission pour tenter aujourd'hui de nous éloigner de la Russie et pour satisfaire des intérêts qui ne sont manifestement pas des intérêts européens. L'autre donnée, c'est aujourd'hui la dépendance de la France à l'égard de l'OTAN, qui a été une erreur historique. Lorsque nous avons réintégré l'OTAN en 2009, je vous rappelle que nous avons eu 43 ans d'indépendance grâce au général de Gaulle,
et que malheureusement, eh bien, aujourd'hui, nos opérations extérieures militaires sont devenues totalement tributaires de la force militaire américaine et que nous ne sommes plus indépendants. Et de ce fait-là, nous ne sommes plus libres de pouvoir mener les actions telles que nous souhaiterions les mener. Et c'est vrai que la France, en faisant le choix de réintégrer l'OTAN, est devenue, je veux dire, la victime, peut-être la complice de la fameuse doctrine Brzezinski, qui incite les Américains à séparer la Russie de l'Europe et l'Ukraine de la Russie. Et à ce titre, eh bien, la France, malheureusement, s'est faite la complice de provocations qui, nous, du point de vue du Front National, nous sont apparues profondément inutiles. Je pense, par exemple, depuis 2 ans, au fait que l'OTAN prépositionne du matériel militaire en Pologne et dans les pays baltes. Je pense au fait, par exemple, que François Hollande ne se soit pas opposé à la certification par l'OTAN du bouclier antimissile qui va aujourd'hui être mis en place. Et c'est vrai que cette histoire des antimissiles n'est que la suite ininterrompue de reculades, malheureusement, de la part de la France, qui s'est alignée stratégiquement sur cette volonté de l'OTAN, cette volonté de la diplomatie américaine, aujourd'hui d'étendre de plus en plus cette OTAN, et donc ce qui peut être perçu comme une menace ou en tout cas une provocation, ce qui nous apparaît aujourd'hui absolument irresponsable dans le cadre du monde tel que nous le vivons. Et c'est vrai que le Front National fait partie d'un mouvement qui a de très fortes ambitions pour la France, pour retrouver précisément cette indépendance, cette autonomie militaire qui devrait être la nôtre, à travers, pourquoi pas, des coopérations avec d'autres pays, mais des coopérations souveraines, en tout cas pas dans le cadre actuel de l'OTAN, pour nous permettre précisément de ne pas être les victimes d'une stratégie atlantiste qui aujourd'hui a des conséquences sur nos intérêts et sur les intérêts du peuple français. Enfin, la dernière donnée, qui n'est pas la moins grave malheureusement, c'est le choix de différents gouvernements français depuis maintenant plusieurs années, quelle que soit d'ailleurs la couleur des gouvernements, de renverser les alliances traditionnelles à l'international de la France. Aujourd'hui, la France a malheureusement fait le choix d'un prisme exclusivement pro-sunnite. Nous sommes les alliés privilégiés du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Nous avons même eu très récemment en France une grave polémique sur la corruption au plus haut niveau de l'État de certains élus, de certains ministres qui auraient été achetés par le Qatar contre des services rendus sur le plan diplomatique qui n'ont malheureusement pas été suivis d'effet. Ça paraît un peu surprenant. Et c'est vrai que la conséquence de cela, c'est que l'une des grandes forces de la France, qui était celle d'être une puissance d'équilibre, avec un savoir-faire particulier, notamment au Moyen-Orient, sur des pays comme le Liban ou la Syrie en particulier, a abandonné sa diplomatie de soutien aux chrétiens d'Orient, qui est pourtant une tradition française depuis Clovis. Et nous le payons cher, nous le payons extrêmement cher, puisque ces erreurs, nous les avons répétées en Afghanistan, en Libye, même en Syrie. Nous avons été le seul parti politique, le seul, je dis bien, au départ, à alerter sur le risque, une fois de plus, d'armer les rebelles syriens qui étaient présentés en France comme de grands démocrates, comme une alternative crédible, légitime, respectable à Bachar el-Assad. Et nous avons été, au départ, le seul parti politique français à dire « N'allez pas, une fois de plus, armer les rebelles syriens, vous allez armer les islamistes ». Vous allez faire tomber des régimes autoritaires, certes, mais laïques, qui protègent aujourd'hui les minorités de ces pays, et vous allez déstabiliser profondément ce pays, comme vous l'avez fait hier en Libye. Avec des conséquences majeures pour la France, puisque vous savez que la Libye est un pays qui était ce qu'on appelle le bouchon de l'Afrique, et qu'aujourd'hui c'est un pays qui est dans le chaos, que les gardes-côtes libyens sont vendus aux trafiquants d'hommes, et que c'est ainsi que plusieurs centaines de kilomètres des côtes libyennes sont aujourd'hui tenus par l'État islamique, et que ce pays qui est aux portes de l'Europe, aujourd'hui ne contient plus l'immigration massive qui est en train d'arriver vers la France, et que nous n'avons plus aujourd'hui les moyens de coopérer avec ce pays qui est complètement déstructuré pour précisément limiter l'arrivée sur nos côtes et la traversée dans la Méditerranée de ces populations immigrées. Pour vous dire, l'incohérence est allée jusqu'à un point quand même étonnant,
nos soldats que nous avons envoyés au Mali, à la demande du président malien, contre, une fois de plus, les islamistes, eh bien, se sont retrouvés face à des islamistes armés d'armes françaises. Parce que la France, hier, a armé en Libye les islamistes que nous avons retrouvés au Mali. Et malheureusement, les leçons n'ont manifestement pas été tirées, puisque faut savoir que l'intégralité de la classe politique française, à l'exception du Front National et d'un autre petit parti politique, Debout la France, eh bien, a souhaité, a appelé la victoire d'Hillary Clinton, à droite comme à gauche. Hillary Clinton, dont on sait qu'elle est quand même membre d'un camp qui est à l'initiative de cette politique d'ingérence et à l'initiative de cette politique belliqueuse. Les conséquences à l'international, je vous en ai parlé rapidement, sont graves, puisqu'elles ont des conséquences migratoires évidemment phénoménales, et la France est à ce titre particulièrement touchée sur la question syrienne et libyenne, mais pas exclusivement. Nous avons aussi des conséquences intérieures aujourd'hui qui sont graves. Il ne vous aura pas échappé que la France, qui fut longtemps la fille aînée de l'Église, eh bien, est aujourd'hui le premier pourvoyeur européen de djihadistes pour l'État islamique. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé prospérer des financements étrangers sur le territoire de certains pays, entre autres, qui portent une vision radicale de l'islam, fondamentaliste. C'est vrai du wahhabisme en Arabie Saoudite ou au Qatar, et qu'aujourd'hui, eh bien, certains quartiers français où la loi de la République ne s'applique plus, par laxisme, par lâcheté, par complicité, eh bien, sont devenus des viviers de recrutement de ces djihadistes, sur fond évidemment d'immigration de masse, sur fond bien de communautarisme, d'enfermement communautaire de ces immigrés qui importent avec eux leur culture d'origine et refusent de vivre à la française, et sur fond de délinquance, bien évidemment, et de trafic qui voit aujourd'hui prospérer le recrutement de ces radicalisés islamistes, puisque vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, qu'en France, il y a aujourd'hui, selon les chiffres officiels, 15 000 personnes qui sont suivies par les renseignements français pour des raisons de radicalisation islamiste. Sans parler de tous ceux qui sont aujourd'hui en Syrie ou en Irak et qui projettent, les Français, qui ont la nationalité française, qui projettent de revenir en France, frapper la France dans des attentats. Et donc, il y a des conséquences, je vous le disais, extrêmement graves aujourd'hui à l'intérieur même de nos frontières, et il est à ce titre indispensable. Et le Front National a été aussi le fer de lance pour alerter les Français sur les risques qui se profilaient, de remettre en cause nos alliances précisément pro-sunnites, de retrouver une position d'équilibre qui a toujours été la nôtre, de défendre les chrétiens d'Orient et surtout de refuser d'être les gendarmes du monde sous des prétextes moraux qui sont souvent à géométrie variable, disons-le clairement, puisque nous nous sommes permis de rappeler que les arguments qui ont été avancés pour la Crimée, à savoir la violation du respect du droit international, n'avaient pas été avancés, par exemple, au moment de l'affaire du Kosovo. Ce qui peut nous interpeller. Et c'est vrai qu'il y a eu une certaine tendance ces dernières années à faire preuve d'une politique d'ingérence guerrière au nom des droits de l'homme, au nom de la volonté de vouloir imposer notre modèle électoral ou les hommes que nous soutenions dans ces pays, avec des conséquences dramatiques. Et là-dessus, il y a véritablement une volonté du Front National de revenir à cette tradition diplomatique de la France, tradition d'équilibre, de respect des civilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple français aspire grandement à cela. Car la majorité du peuple français, en réalité, n'a pas soutenu ces interventions. Il les déplore en grande partie aujourd'hui, bien qu'ils soient les victimes, je vous le dis, d'une propagande médiatique absolument incroyable. Et notamment d'une propagande anti-russe, aujourd'hui qui sévit sur les antennes françaises, qui est assez phénoménale. Notamment sur Alep,
où la Russie est accusée à demi-mot de crimes contre l'humanité en voulant combattre les islamistes. Le problème, c'est que nous avons aujourd'hui atteint un degré de rupture, en tout cas d'inquiétude d'un côté et de l'autre sur le plan diplomatique, qui sont déplorables et qui ont des conséquences sur nos peuples respectifs, du fait des sanctions qui ont été mises en place suite à l'affaire du dossier ukrainien. Alors nous avons considéré, nous au Front National, que ces sanctions étaient inefficaces, qu'elles étaient injustes, preuve en est d'ailleurs, elles n'ont eu que peu ou pas d'effet, en tout cas, sur la position de la Russie. Une fois de plus, la France n'a pas été à la manœuvre, elle n'a fait que suivre la ligne de la Commission européenne, elle n'a fait que suivre la ligne de la diplomatie américaine et ne s'est pas véritablement opposée à cela, avec des conséquences encore plus dramatiques pour nous. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avions un véritable élan franco-russe sur le plan économique, puisque vous savez que nous sommes l'un des premiers investisseurs étrangers en Russie, en particulier dans le secteur financier et de la distribution. Il y a près de 500 entreprises françaises qui travaillent en Russie, et fait notable, aucune d'entre elles n'a quitté le pays, n'a quitté la Russie depuis la mise en place de ces sanctions, ce qui quand même prouve la solidité et la durée des relations qui sont les nôtres sur le plan économique. Par ailleurs, vous savez que la France est le 3e pays de destination des étudiants russes et que nous avons fait un effort particulièrement important sur le plan culturel, notamment pour avoir des échanges importants. Le drame, c'est que ces sanctions ont stoppé précisément net, ou presque, cette coopération franco-russe. Et le problème, c'est qu'en mars 2015, le Conseil européen a conditionné leur durée de mise en œuvre au respect des accords de Minsk, sans viser spécifiquement la Russie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la durée de ces sanctions, potentiellement, pourrait être sans limite si l'Ukraine ne respecte pas d'elle-même ces accords, puisque la Russie, ne semble-t-il, n'est pas concernée par le conditionnement de la fin de ces sanctions. Alors le drame, c'est que ça a stoppé net de grands projets franco-européens. C'est vrai dans la sécurité, c'est vrai dans l'énergie, c'est vrai dans la finance, et c'est vrai dans de très nombreux projets de financement qui aujourd'hui, c'est vrai aussi par exemple dans la mise en valeur du pétrole de schiste, qui a été également stoppé net et qui a eu des conséquences sur des grandes entreprises Total, sur des grandes entreprises françaises comme Total par exemple. Et le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les sanctions américaines et françaises ont eu des conséquences dramatiques sur les entreprises françaises en Russie. Donc ce sont nos propres sanctions parfois qui ont mis à mal nos entreprises en Russie. Mais par ailleurs, les contre-sanctions russes ont eu des effets absolument dramatiques en France. Notamment dans le domaine agricole, puisque vous savez que la Russie a mis en place un embargo sur des produits agroalimentaires et que celle-là a eu un impact extrêmement fort sur le lait, sur la viande, sur les légumes. Dans mon département, par exemple, qui est un département producteur de légumes et d'arboriculture, les conséquences ont été absolument dramatiques, alors même que l'agriculture française se porte déjà mal du fait de la concurrence frontale qui a été organisée par l'Union européenne entre les différents pays européens, que je vous rappelle n'ont pas les mêmes structures économiques, n'ont pas le même coût du travail, n'ont pas les mêmes charges sociales, qui ne respectent pas tous, souvent d'ailleurs à dessein, les réglementations européennes. Donc il y a une distorsion de concurrence au sein de l'Union européenne qui a provoqué une mise à mal de l'agriculture française, une désindustrialisation française. Et l'Union européenne ne s'est pas contentée de créer une concurrence déloyale entre les pays de l'Union européenne. Elle est même allée plus loin puisqu'elle a refusé de faire du protectionnisme économique aux frontières européennes. Elle n'a eu de cesse depuis des années de mettre en place des traités de libre-échange avec ou des baisses, disparition de quotas d'importation, des baisses de droits de douane avec de très nombreux pays du monde, notamment des pays d'Afrique du Nord par exemple.
Ce qui fait qu'une grande partie de notre agriculture française, une fois de plus, s'est retrouvée en concurrence frontale avec des pays qui ne respectent pas le 10e des normes qui sont aujourd'hui imposées à nos agriculteurs français. Et c'est vrai par exemple avec la Turquie. Et un certain nombre de produits qui arrivent aujourd'hui sur le marché français, dont les ouvriers agricoles sont payés une misère et qui évidemment utilisent des produits qui sont aujourd'hui totalement interdits au sein de l'Union européenne. Je vous parle de tout ça parce que cette question de l'agriculture et de l'industrie, de la concurrence déloyale, est un des facteurs majeurs qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne est en train de vaciller. Puisque cette Union européenne qui nous avait promis à travers le marché européen la prospérité, la croissance, la richesse, a failli totalement dans ces domaines et qu'aujourd'hui la zone euro est la zone de croissance la plus faible du monde. Donc le grand rêve, si vous voulez, de l'Union européenne vendu par nos élites est aujourd'hui totalement rejeté par les peuples et en particulier par le peuple français qui souffre énormément de ces modifications économiques. Alors face à tout cela, je vous le disais tout à l'heure, il y a la volonté d'une partie du peuple français importante, la volonté d'un parti comme le nôtre, de s'allier avec la Russie pour relever des défis qui sont aujourd'hui des défis mondiaux et qui nous apparaissent extrêmement importants sur le plan civilisationnel. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce qui anime l'électorat français, ça n'est pas tellement de savoir si on va modifier le taux de TVA ou si on va supprimer ou conserver l'impôt de solidarité sur la fortune, si vous voulez. Là, l'enjeu qui est dans le cœur des Français, c'est un enjeu civilisationnel. C'est de savoir si demain la France sera toujours la France. Si demain l'unité du peuple français va survivre. Si l'intégrité de son territoire va être sauvée. Si la France pourra toujours être un pays laïque. Si l'égalité entre les hommes et les femmes va être sauvegardée. Savoir aujourd'hui que la liberté des femmes est régulièrement attaquée dans des faits divers sordides, notamment sur leur tenue vestimentaire, de la part d'un certain nombre de Français ou d'étrangers qui portent une vision extrêmement radicale de l'islam. Et donc il y a des défis considérables, civilisationnels, que nous devons relever en commun. Je vous le disais à l'instant, évidemment, l'islam radical et le terrorisme, la pression migratoire du Sud, le capitalisme libéral, globalisé, qui est un facteur d'uniformisation des mœurs, bien sûr, d'une part, mais qui pose des difficultés aussi sur le plan économique, la défense des valeurs traditionnelles, des valeurs conservatrices, contre les valeurs de la consommation et de l'individualisme qui aujourd'hui ronge malheureusement nos peuples et en particulier la jeunesse, le renforcement du sentiment national qui n'est pas le rejet de l'autre mais qui est l'amour de soi. Nous sommes convaincus que pour aimer les autres, encore faut-il se connaître et s'aimer soi-même pour pouvoir partager. Et enfin la défense de nos identités qui en Europe ont des fondements communs, c'est vrai par la chrétienté, c'est vrai par l'influence grecque, c'est vrai par l'influence latine, c'est vrai sur de très nombreux aspects, et nous regrettons aujourd'hui que les élites hostiles à cette identité prônent l'uniformisation du monde à travers l'économie ou la promotion du multiculturalisme absolu, imposé, qui voudrait que les peuples se poussent, renoncent à leur identité propre, à leurs mœurs, à leur mode de vie, au prétexte qu'ils devraient accepter que sur leur propre territoire, d'autres populations vivent selon les mœurs, les codes de leur pays d'origine. Je suis convaincu que la Russie est un partenaire incontournable face à ces défis du XXIe siècle qui reposent, et c'est là où nous avons, dans cette génération, un rôle particulier, c'est notre combat à nous, aujourd'hui. C'est celui de la génération qui vient, et c'est pourquoi j'ai tenu en particulier à venir dans cette université dont je sais qu'il émergera probablement, je le souhaite, peut-être des responsables de demain, en particulier sur les affaires étrangères en Russie. Il faudra corriger des erreurs, puis c'est vrai que l'Union européenne a raté l'ancrage de la Russie au projet européen à la sortie de la guerre froide. Nous devons corriger cette erreur. Et nous allons la corriger parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la fin d'un monde. Je n'ai pas dit la fin du monde, j'ai dit la fin d'un monde. Nous avons le privilège
de voir ce système de l'Union européenne s'effondrer sous nos yeux. Et je vous le dis avec beaucoup de joie. Je ne vous le cache pas, parce que l'Union européenne, n'oubliez pas, c'est un régime politique. Ça n'est pas l'Europe. C'est un régime politique qui a failli, qui ne se confond pas avec les valeurs civilisationnelles européennes, et que nous avons l'ambition au Front National, avec de très nombreux alliés, d'ailleurs, officiels ou objectifs, de reconstruire une autre idée de l'Europe, qui serait une Europe des nations, une Europe des souverainetés, une Europe de la coopération, telle qu'elle a pu se faire par le passé, avec de grands succès autour de grands projets, qui est très loin aujourd'hui de ce modèle de l'Union européenne, qui est un modèle technocratique, déconnecté, qui est un modèle exclusivement financier, économique, qui n'a aucune base civilisationnelle, et même les combats, j'ai envie de vous dire, les combats de façon dramatique, puisque toutes les élites de l'Union européenne sont pro-immigration, veulent favoriser à tout prix cette immigration de masse et l'imposer aux peuples européens, même si ceux-ci sont de plus en plus réticents à l'accueil de ces populations. Et ce qui nous rend optimistes, c'est plusieurs choses. C'est déjà que on constate que la phrase de Victor Hugo est en train de devenir une réalité. La phrase de Victor Hugo qui me tient à cœur, c'est « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Et on constate que cette phrase, aujourd'hui, est en train de devenir réalité. Le Brexit, Trump, peut-être demain la victoire à la présidence d'Autriche du FPO, qui sont aujourd'hui un parti politique qui est allié au Front National, eh bien, est la démonstration que tout le système médiatique et politique, même lorsqu'il se coalise de façon extrêmement virulente, démagogique, mensongère, contre les aspirations de ces peuples, eh bien, n'arrive plus à vaincre, n'arrive plus à convaincre, n'arrive plus à faire peur. Et c'est ce qui nous rend aujourd'hui capables, eh bien, de construire une nouvelle Europe et de gagner sur les grandes lignes directrices que je vous ai exposées tout à l'heure. Et je dois dire que la France, de ce point de vue-là, est peut-être l'avant-garde de la révolution qui est en train de se passer. En France, il y a une véritable révolution intellectuelle qui aujourd'hui est en train de sévir. Ce qui est très étonnant, c'est que pendant des années, le peuple français était dans une forme de léthargie, alors que c'est un peuple millénaire qui a des ressources extraordinaires, dans une forme de léthargie parce qu'ils étaient désarmés, psychologiquement et moralement. Ils étaient désarmés parce qu'on les a désarmés, parce qu'on a organisé l'amnésie historique de ce peuple dans les écoles françaises, parce qu'on a culpabilisé notre peuple à l'égard de l'esclavagisme, de la Seconde Guerre mondiale, et on a réduit l'histoire française exclusivement à ces événements. Parce qu'on les a insultés de racistes et de xénophobes chaque fois qu'ils ont tout simplement cherché à défendre leur mode de vie ou leur identité. Et parfois on les a même d'ailleurs carrément ignorés. Parce que lorsque le peuple français a massivement rejeté la Constitution européenne par référendum, ce même texte leur a été imposé quelques années après par Nicolas Sarkozy à travers le Congrès français. Donc il est passé par l'Assemblée nationale et le Sénat pour contourner le peuple et leur imposer ce texte qu'ils avaient pourtant rejeté démocratiquement quelques années avant. Il y a même eu des grands mouvements qui ont été significatifs de cette révolution intellectuelle. Sûrement avez-vous entendu parler de la Manif pour tous, qui a été le grand mouvement de contestation populaire, spontanée, qui a réuni des millions de personnes contre l'adoption du mariage et de l'adoption homosexuelle. Eh bien, en France, cette mobilisation a été appelée la génération anti-mai 68. Et ça, je crois que c'est assez, ça démontre assez bien ce qui est aujourd'hui en train de se passer en France. Et enfin, j'en conclurai là-dessus, ce qui nous rend optimistes, c'est que le déracinement détruit tout sauf le besoin de racines. Et aujourd'hui, la jeune génération française, mais pas seulement, a beau avoir été déracinée, et elle a besoin de ce retour aux racines. Et c'est là où la Russie est pour nous un facteur d'espérance. C'est parce que, précisément, elle a su défendre ses racines, elle sait s'en enorgueillir, elle sait en faire une force,
face à tous ces défis que je vous ai cités tout à l'heure. Et en cela, ça nous donne beaucoup d'espoir sur la capacité aujourd'hui de notre mouvement, mais aussi de notre peuple tout entier, à retrouver ces valeurs culturelles, identitaires, traditionnelles, historiques, qui ont aujourd'hui été abandonnées, qui font que la France n'ose plus se regarder dans la glace. Mais ce peuple français, il est là. C'est un peuple millénaire, je vous le disais tout à l'heure, avec une histoire extraordinaire. Et je sais qu'il sera au rendez-vous de l'histoire pour recomposer ses alliances, je l'espère avec la Russie, en vue probablement d'un monde plus équilibré, plus juste et surtout respectueux de notre souveraineté et de nos identités respectives. Je vous remercie. Je vous remercie encore une fois pour votre belle conférence. Et beaucoup de ce que Marion a dit, même presque tout, trouve vraiment une réponse en Russie, auprès des Russes. Et je voudrais noter également que nous avons des étudiants de la faculté de gestion publique. Et donc, ce n'est pas seulement la gestion qu'on les apprend, les qualités de manager, mais nous prêtons une grande attention également à leur qualité personnelle, à leur patriotisme et valeurs conservatrices, ce qui est très important pour nous. Comme je le vois depuis 20 ans, dans le discours scientifique et politique, ces 20 ans ont été marqués par l'ouvrage de Fukuyama à la fin de l'histoire. Il s'agissait du temps et que le monde se tourne vers la démocratie. Mais depuis quelques années, nous avons beaucoup plus de raisons pour penser à l'ouvrage de M. Huntington, Le clash des civilisations. Et on voit que le facteur de civilisation joue un rôle de plus en plus grand. Je voudrais noter le fait que Marion a discuté les chrétiens et leurs problèmes dans le monde d'aujourd'hui. Nous voyons ça comme une horreur vraiment parce que les chrétiens sont le groupe le plus oppressé et 80% d'actes de violence concernent les chrétiens qui ne font qu'une petite partie de la population mondiale. Les chrétiens, beaucoup de pays essayent de protéger les droits des chrétiens au Moyen-Orient et d'autres pays et du coup cette position que Marion a exprimée nous est très proche, comme beaucoup de choses qu'elle a évoquées. Je pense qu'en la voyant aujourd'hui, nous pouvons dire franchement que au moins les hommes de notre audience, si on leur donne des passeports français, ils vont voter pour vous, certainement. Je voudrais maintenant passer aux questions. Les étudiants pourraient poser leurs questions et la moitié des étudiants n'ont pas de casque. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des écouteurs, mais parce qu'ils apprennent la langue française. Et cela leur a donné encore plus d'intérêt de participer. Quelques questions, oui. Bonjour, je m'appelle Valérie, je suis étudiante de la faculté de gestion publique. Merci de devoir trouver le temps de venir dans notre université. Merci. Et nous avons discuté votre parti et nous avons quelques questions. Et la première question qui nous intéresse, c'est la victoire de Donald Trump. La victoire de Donald Trump a provoqué un grand intérêt en Russie et nous savons que Marine Le Pen était parmi les premières qui ont félicité Donald Trump et nous avons intéressé quelles sont les relations parmi Donald Trump et Marine Le Pen. Merci.
Вы очень хорошо говорите по-французски, поздравляю вас. Мне, честно говоря, даже стыдно, что я по-русски не говорю. L'espoir permet tout. Peut-être viendrai-je faire des études au MGIMO pour apprendre le russe, je ne sais pas. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, comme pour le Brexit, l'intégralité de la classe médiatique et politique française avait assuré que ce serait Hillary Clinton qui gagnerait cette élection, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus et que même cette élection était souhaitable. Je ne vous laisse même pas imaginer la propagande anti-Trump qui a sévi en France lors de ces élections présidentielles. Je pense que vous l'imaginez assez bien. C'était un concours d'ailleurs avec la propagande anti-russe. Je ne sais pas laquelle a gagné, mais c'était un peu du même acabit. Je pense que ce qui est en train de se passer aux États-Unis peut avoir, et d'ailleurs c'est l'analyse qui a été faite par les journalistes en France, c'est-à-dire dès la victoire de Donald Trump, immédiatement les journalistes français ont analysé cela comme la possible victoire de Marine Le Pen, parce qu'ils ont évidemment fait un parallèle avec globalement des aspirations qui sont comparables entre les deux peuples. C'est quoi en fait l'appel aujourd'hui du peuple américain? C'est la fin du politiquement correct. Le fait d'accepter de nommer les choses et de vouloir avoir une vision idéologique de la réalité. C'est la volonté de lutter contre l'immigration de masse, le véritable remplacement de populations sur certaines parties du territoire et l'abandon à des mœurs différentes de ces parties du territoire. C'est la volonté de remettre en cause la finance et l'économie mondialisée qui met en place une concurrence extrêmement dure, extrêmement sauvage, qui a eu aussi des effets délétères aux États-Unis en entraînant la disparition notamment d'une partie de leur industrie qui ont mis beaucoup de gens au chômage. Et donc il y a des véritables parallèles aujourd'hui qu'on peut faire au sein de ces peuples dans leurs aspirations. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a eu un parallèle de fait avec Marine Le Pen et aussi et certainement l'idée qu'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, lorsque tout un système se coalise contre un candidat, même sous le coup de la morale et des slogans politiques, parce qu'il faut savoir que c'est très rarement le fond des idées politiques qui est analysé. La tendance aujourd'hui en France, c'est de faire de la politique de l'émotion, du sensationnel, de la morale, et on se rend compte bien qu'aujourd'hui ça ne suffit plus à convaincre les peuples, ou en tout cas à les empêcher de voter pour quelqu'un. Et ça, c'est notre force, parce que l'un des grands arguments qui est avancé contre le Front National, c'est de dire de toute façon ça ne sert à rien de voter pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ont un plafond de verre, soi-disant, qui serait indépassable. Plafond de verre qui est quand même à 46% dans le sud-est, c'est quand même un très très haut plafond de verre. Et donc ils essayent de décourager nos électeurs en expliquant que le Front National n'est pas une solution parce que de toute façon il ne peut pas arriver au pouvoir. Donc c'est pour ça on va dire que l'élection de Donald Trump aura probablement des effets bénéfiques sur le plan électoral français, indépendamment de sa vision géopolitique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance directe évidemment avec Donald Trump, mais il y a eu des contacts, comme vous l'avez constaté, qui ont d'ailleurs été révélés par la presse française. Alors je souhaite et j'espère qu'on pourra, dans les années à venir, probablement avoir des rencontres plus directes et trouver là un allié et un partenaire dans cette vision d'un monde multipolaire où ce n'est peut-être presque plus un rêve, où la France, les États-Unis et la Russie pourront travailler ensemble. Следующий вопрос. Да, пожалуйста. Следующий текст. Будем терпеть. Подождем. Vous avez dit que vous allez entretenir des rapports avec la Russie, mais concrètement, ça va se passer comment? Est-ce que vous allez reconnaître que la Crimée fait partie de la Russie, par exemple? Alors, ça peut prendre différentes formes. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça va déjà passer par un rééquilibrage de nos alliances. Ça va passer par un refus de la vision expansionniste de l'OTAN, par le fait que la diplomatie française ne doit plus se faire dicter sa diplomatie par les élites de l'Union européenne qui sont aujourd'hui pro-atlantistes. Il n'est pas question aujourd'hui de remettre en cause, par exemple, l'appartenance de la Crimée à la Russie du fait de l'autodétermination des peuples.
Et à ce titre, ça fait partie en effet des signaux qui seront envoyés. Nous avons par exemple aussi largement déploré le refus de la livraison des Mistral à la Russie, qui a eu un effet extrêmement négatif aussi sur la crédibilité de la France à l'international, et ça passera aussi probablement par la volonté de grands projets qui ne seront plus entravés par ces sanctions, autour de l'énergie principalement, mais pas exclusivement, autour des transports, de la sécurité, aussi peut-être de la question migratoire et de la lutte contre le terrorisme. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de chantiers. Je pense que la Russie aussi attend un développement économique peut-être plus varié qu'il ne l'est aujourd'hui, et là-dessus la France a des savoir-faire qu'elle peut offrir et qu'elle peut partager avec la Russie en vue précisément de l'aider à varier cette économie et à la rendre moins indépendante, notamment du prix du baril du pétrole. Bonjour, je m'appelle Victor, je suis étudiant de la faculté de l'administration publique. Nous savons vous êtes de plus jeunes députés du Parlement français. Cela nous inspire un espoir parce que nous faisons nos études à la faculté de l'administration publique et plusieurs d'entre nous veulent poursuivre ces activités professionnelles dans ce domaine. Et à votre avis, quelles sont les qualités les plus importantes pour réussir? Merci. Alors, oui, j'ai l'honneur d'être la plus jeune députée de l'histoire de la République française, mais en son temps, un certain Jean-Marie Le Pen avait été aussi à 26 ans le plus jeune député de l'hémicycle français. C'est une tradition familiale. Mais en cela, je ne suis aussi que le résultat de la volonté de Marine Le Pen, qui a souhaité, depuis maintenant plusieurs années, mettre en avant la jeunesse française. Pour vous donner un exemple, nous avions 130 candidats de moins de 30 ans aux dernières élections législatives. Donc c'est une vraie volonté de laisser de la place aux jeunes, de les associer à leur destin, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui le Front National est le parti majoritaire chez les 18-25 ans. Toute la génération qui est en train d'arriver en France, probablement les dirigeants de demain, eh bien, sont aujourd'hui dans une démarche patriotique, nationale, souverainiste et conservatrice, ce qui nous rend particulièrement évidemment optimistes pour l'avenir. C'est compliqué de répondre à votre question sur les qualités qui sont importantes. Je pense que j'avais dit une phrase une fois à Marine Le Pen, je lui avais dit « Je mesure la qualité de mes interventions à l'Assemblée nationale au nombre de huées qu'elles suscitent ». Je vous dis ça pourquoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a constaté que notre réussite politique tenait à notre liberté d'esprit. Et c'est le plus difficile en fait. C'est la capacité de raisonner en dehors des routes qui ont été balisées par nos adversaires politiques. Et c'est très compliqué parce que ce carcan idéologique, il sévit partout. Il sévit en matière économique, en matière migratoire, en matière budgétaire, en matière commerciale. Le politiquement correct est partout et il est extrêmement fort. Et il y a une phrase que j'aime bien, de Philippe Muret, qui dit les élites ne peuvent pas déraper parce qu'elles sont la glace. Donc c'est elles en fait qui déterminent ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et je pense que pour réussir, en tout cas dans la génération qui est la nôtre, c'est la capacité à s'extraire du discours ambiant, de penser autrement et d'avoir le courage de pas être dans le même voie que les autres. Et une phrase que j'aime beaucoup et qui à mon avis synthétisera assez bien la réponse que je vais vous donner, c'est dire être dans le vent, c'est une expression française, je ne sais pas si vous la comprenez. Être dans le vent, être à la mode, c'est l'ambition d'une feuille morte. Et ça, je pense qu'il faut être un peu francophone pour comprendre cette expression. Je suis sûre que vous la comprenez, mais c'est pour vous dire que aujourd'hui, la notoriété, je veux dire être à la mode idéologique, c'est une bonne façon d'accéder à la notoriété, mais c'est une très mauvaise façon d'accéder à la postérité. Voilà.
Merci beaucoup. Mademoiselle Le Pen. C'est moi. Merci beaucoup d'être arrivée ici. J'ai une question. Comme vous avez dit, les relations franco-russes étaient toujours très proches, très étroites, et la culture française est vraiment chère aux Russes. Mais malheureusement, ces dernières années ont connu une dégradation. Et est-il possible de s'attendre à une normalisation de relations bilatérales? Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est ce que j'ai essayé de développer dans mon intervention, c'est de vous dire oui, aujourd'hui, la tradition diplomatique française a été trahie. Ce que j'ai essayé de vous expliquer aussi, c'est qu'aujourd'hui, la vision qui est portée à l'international par la France n'est pas soutenue par l'immense majorité du peuple français, qui a en mémoire ses relations franco-russes, qui n'a pas oublié ses alliances et les bases civilisationnelles que nous avions en commun. Moi, je crois en la politique. Je crois que la politique peut changer les choses. La différence aujourd'hui avec la plupart des élites européennes, ou ce qu'on appelle mondialistes, c'est qu'ils considèrent que la politique c'est ringard et que c'est l'économie qui doit gérer le monde. C'est exactement l'idée de l'Union européenne. Ça veut dire qu'en fait la politique maintenant c'est devenu un vernis, c'est accessoire, et c'est l'économie en fait qui va être l'outil pour organiser les relations entre les pays et qui va réguler d'elle-même le bien-être des peuples. Je ne partage pas cette vision du tout. De la même manière que j'en ai assez systématiquement d'entendre les médias nous expliquer que telle politique n'est pas bien parce qu'elle fait peur aux marchés financiers. Comme si les marchés financiers étaient l'alpha et l'oméga de ce qui devait conduire nos choix politiques. Je veux dire, c'est complètement absurde. L'économie doit être au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. Je crois que c'est la grande différence aujourd'hui que nous portons avec nos adversaires politiques. Et de ce point de vue, comme je crois profondément à la politique, je pense que cette politique peut changer les choses si tant est que nous retrouvions des marges de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons en France, c'est que nous n'avons plus de marge de manœuvre politique. C'est-à-dire que l'Union européenne et la Commission s'est vue déléguer des compétences régaliennes. Je vous le disais, en matière commerciale, en matière migratoire aujourd'hui, en matière budgétaire, et donc et dans tous les domaines d'ailleurs quasiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des lois que nous votons à l'Assemblée nationale française ne sont que l'enregistrement de lois européennes, ce qu'on appelle des directives et des règlements. Donc la transcription directe de directives et de règlements européens qui sont votés, enfin déjà qui sont initiés par la Commission européenne, puis derrière votés par le Parlement européen. Pour vous dire que nous avons des marges de manœuvre qui sont extrêmement réduites. Nous avons également la Cour de justice de l'Union européenne, qui aujourd'hui est chargée de l'application du droit européen en France, qui sanctionne les pays qui ne respectent pas le droit européen et dont les juges, qui ne sont pas démocratiquement élus, vous doutez bien, ont une interprétation extrêmement large de ce droit européen et qui ont donc acquis un pouvoir considérable de pression sur les peuples européens. L'autre donnée, c'est aujourd'hui la Cour européenne des droits de l'homme, dont la France est membre, et qui a aussi une jurisprudence extrêmement pénalisante pour les peuples européens. Je vous donne un exemple de jurisprudence, mais j'en ai des centaines. La Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, a sanctionné la France, mais aussi d'autres pays. Elle a interdit à la France d'expulser des terroristes étrangers condamnés pour terrorisme, au prétexte qu'ils pourraient subir des traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d'origine. Donc nous avons aujourd'hui, par exemple, un franco-algérien qui a été condamné pour terrorisme, déchu de sa nationalité française, privé de sa nationalité française, et que nous ne pouvons pas expulser en Algérie à cause de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il pourrait subir des traitements inhumains ou dégradants en Algérie. Et c'est un exemple, si vous voulez, parmi 30 d'autres aujourd'hui, de ce qui est devenu aujourd'hui la primauté du droit sur le politique, ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Et la France aujourd'hui est en plein dedans et est victime de cela.
Et donc, avant de pouvoir mettre en œuvre toute la politique que nous voulons, il faut sortir de ce gouvernement des juges. Il faut retrouver des marges de manœuvre. Et c'est pour ça que la question de l'Union européenne est fondamentale pour nous, parce que nous disons aux Français, si vous voulez changer les choses dans tous ces domaines fondamentaux, nous sommes obligés de sortir de l'Union européenne, ou en tout cas de réviser ces traités et de construire une autre Union européenne, sinon nous n'aurons pas les moyens de changer les choses. Donc moi je vous le dis sincèrement, si demain le Front National arrive aux affaires, que nous n'obtenons pas la révision des traités européens tels comme nous le souhaitons, nous sortirons de l'Union européenne et nous ferons la démonstration, comme les Anglais, que nous sommes parfaitement capables de retrouver des marges de manœuvre politiques et de revenir à l'héritage immanent de la France, en fait, qui s'est toujours imposé, qui a toujours une cohérence et qui finalement n'a été trahi que depuis 30 ans. Mais qu'est-ce que 30 ans sur un pays qui a 1000 ans? Bon. Последний вопрос. Et une dernière question, s'il vous plaît. Madame Le Pen, bonjour. Merci énormément pour votre conférence. Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre université. C'est un grand honneur pour nous. Je voudrais vous poser la question concernant l'intégration et les valeurs. Au lendemain du Brexit, Marine Le Pen a fait une déclaration selon laquelle la campagne présidentielle va prendre pour objectif la fidélité aux valeurs traditionnelles et que cette campagne sera organisée autour de ce sujet-là. Et aujourd'hui, vous nous avez parlé des traditions de la République et du fait qu'il faut faire revenir ces traditions dans le mode de vie des Français et que les idéaux ne sont pas très fidèles. À votre avis, laquelle des voies est meilleure, l'intégration, la coopération commune ou l'union? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez juste me préciser, vous parlez de l'Union européenne sur la question de l'intégration ou de l'union? J'ai pas compris votre question. Je suis navrée, la traduction était un peu compliquée. Oui, j'ai parlé de l'Union européenne comme d'une union d'intégration, comme représentante, comme membre du Front National. Vous parlez plutôt de la souveraineté, de l'indépendance, tandis que la présidente du parti met l'accent plutôt sur l'intégration et l'intégrité de l'Union européenne. Oui. Alors, je n'ai pas entendu tout à fait la même chose de la part de Marine Le Pen. En fait, ce que nous reprochons aujourd'hui à l'Union européenne, ce qu'il faut savoir aujourd'hui avec l'Union européenne, c'est que globalement, tous les partis politiques français s'accordent pour dire que cette Union européenne ne fonctionne pas. Ça fait des années que ça dure, tout le monde en fait le constat, tout le monde le déplore, et tous les partis politiques à gauche comme à droite depuis maintenant 20 ans nous disent qu'il faut réformer l'Union européenne et la changer. Et c'est toujours les mêmes discours à toutes les élections, et ça n'est jamais suivi d'effet. Pourquoi ça n'est jamais suivi d'effet ? Eh bien aujourd'hui parce que le système de l'Union européenne est irréformable. C'est-à-dire que les traités de l'Union européenne font en sorte que les réformes sont extrêmement compliquées à mettre en œuvre, pour ne pas dire impossibles. C'est-à-dire que pour modifier substantiellement les traités européens, il faut l'unanimité des pays membres. Et quand je vous dis substantiellement, je pense par exemple au dogme absolu de l'Union européenne, qui est la libre circulation des biens, des hommes et des capitaux, qui est le cœur, on va dire, nucléaire de la construction européenne, que nous voulons remettre en cause, parce que nous considérons que l'abolition totale des frontières économiques avec des pays comme l'Ukraine, par exemple, est un non-sens économique.
parce que nous considérons que l'espace Schengen, qui permet aujourd'hui de circuler librement partout dans cet espace, a des conséquences sur le plan de la sécurité et l'immigration illégale qui sont extrêmement dommageables. Et donc pour revenir sur ce dogme de l'Union européenne, ce cœur nucléaire, il faudrait l'unanimité des pays membres. Vous comprenez bien que c'est aujourd'hui inenvisageable. Ne serait-ce parce qu'aujourd'hui, de fait, certains pays de l'Union européenne, et c'est vrai notamment des pays de l'Est, bénéficient de cette construction européenne parce qu'ils touchent de l'argent de l'Union européenne et qu'ils sont bénéficiaires des transferts d'argent de cette Union européenne. C'est pourquoi la Hongrie, par exemple, qui est aujourd'hui extrêmement critique à l'égard de l'Union européenne, reste dans l'Union européenne parce qu'elle touche de l'argent de cette Union européenne. Et que la France, au contraire, est ce qu'on appelle le premier contributeur net. Ça veut dire qu'elle verse chaque année 20 milliards d'euros à l'Union européenne, chaque année 20 milliards d'euros, et qu'elle n'en récupère que 13 milliards. Toute politique européenne comprise, avec la PAC. C'est-à-dire que chaque année, nous avons entre 8 et 9 milliards d'euros qui vont à l'Union européenne sans que la France ne récupère jamais les effets. Et cet argent va, entre autres, être investi dans des pays qui ont, entre guillemets, un retard économique, comme les pays de l'Est, qui donc aujourd'hui trouvent un intérêt à se maintenir dans ce système européen. Donc c'est pour vous dire que il est extrêmement compliqué de réformer cette Union européenne. Un sujet, par exemple, que tout le monde critique en France et qui n'a jamais été remis en cause parce que la réforme est impossible, le processus est trop compliqué. C'est ce qu'on appelle les travailleurs détachés. Aujourd'hui en France, des employeurs peuvent embaucher des travailleurs d'autres pays membres de l'Union européenne et ils les emploient avec les charges sociales du pays d'origine. Vous imaginez la concurrence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on incite les Français à embaucher des étrangers venant de pays de l'Union européenne parce qu'on va leur faire payer des charges qui vont être celles des pays d'origine. Donc en fait, on encourage le chômage français. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de complètement délirant. Ça fait des années qu'on dénonce ce système, que toute la classe politique le dénonce, mais personne n'a jamais été capable de le remettre en cause, tout simplement parce qu'un certain nombre de pays y voient un intérêt. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas continuer dans ce modèle européen, et surtout parce que l'Union européenne est irréformable parce qu'elle refuse de se remettre en cause. L'Union européenne, sur certains aspects, ça peut avoir des comparaisons avec ce qui a sévi un peu dans le monde communiste. On avait dit à une certaine époque le communisme ne marche pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. L'Union européenne, c'est un peu la même chose. L'Union européenne, elle dit qu'elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. C'est l'argument. Donc on explique au peuple français qu'aujourd'hui, si l'Union européenne ne fonctionne pas, c'est parce qu'en fait, il faut aller encore plus loin dans l'intégration européenne. Il faut déléguer encore plus de compétences. Il faut encore plus d'harmonisation politique. Et ils expliquent, il faut encore plus d'harmonisation fiscale, d'harmonisation sociale. Et ils disent, quand on aura réussi ça, tout ira bien. Et en fait, c'est toujours il faut toujours aller plus loin, si vous voulez. Et le problème, c'est que il est aujourd'hui inenvisageable qu'on puisse avoir les mêmes impôts en France que en Grèce. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je veux dire, on a des systèmes de protection sociale qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout financés de la même manière. Donc, de toute façon, cette utopie-là, elle est irréelle. De fait, c'est une utopie. Mais donc, c'est pour ça que le Front National dit, nous, notre idée, et c'est aussi le discours de Marine Le Pen, c'est de dire, nous voulons, une fois arrivés aux affaires, aller négocier un statut dérogatoire auprès de l'Union européenne, pour retrouver des marges de manœuvre sur des sujets essentiels. Et si nous ne parvenons pas à obtenir ce statut dérogatoire, nous proposerons un référendum de sortie aux Français pour précisément pouvoir mener la politique que nous leur avons promis. Et l'idée derrière, parce que je vous le dis franchement, hier le Royaume-Uni sort, si demain la France sort de l'Union européenne c'est fini. C'est fini, ça ne peut plus tenir. Eh bien, l'idée derrière, c'est de retrouver des pays qui soient souverains et qui aient, pourquoi pas d'ailleurs, des traités économiques ou de libre-échange sur certains secteurs, en fonction des besoins, là où les économies sont à peu près équivalentes, donc ça ne pose pas de problème concurrentiel, d'avoir des grands projets de coopération, pourquoi pas militaires, industriels,
aérospatiale, comme ça a pu se faire par le passé, de transport, mais toujours, si vous voulez, en respectant les intérêts et les marges de manœuvre de chacun, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'uniformisation à marche forcée, avec des pays qui sont aussi différents sur le plan historique, sur le plan économique et sur le plan culturel, c'est une aberration qui aujourd'hui ne fonctionne pas et a des effets dramatiques sur les peuples européens. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais il ne faut pas vous inquiéter. Comme c'est la toute première réunion avec Marion, elle n'est pas du tout dernière et nous vous attendons ici. De nouveau, je vous remercie pour votre participation et nous discutons maintenant les moyens de coopération, des programmes et vous allez en savoir plus bientôt. Merci.